domaine qui est assez proche quand même du paiement, parce qu'on croise au travers de PCI DSS ou d'autres sujets vos univers. Mais nous, notre métier, c'est surtout d'organiser les défenses pour chasser les criminels. Et le sujet de nos tables rondes, il est parfaitement adapté parce qu'on va parler de fraude qui paye et de ce côté obscur du paiement. Je vais laisser donc du coup mes homologues, mes interlocuteurs se présenter. Nicolas. Très bien. Merci François. Nicolas Muadry, je suis le CEO de Streamline. Streamline est une deep tech en logiciel qui a donc pour ambition de pouvoir délivrer donc des solutions logicielles innovantes pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc nous avons dans un premier temps ciblé 5 premiers marchés qui sont le marché du paiement, le marché de la lutte contre la fraude au paiement, le marché de la cybersécurité, le marché de la data intelligence, ce qui tourne autour du KYC en global, et le marché de la transformation digitale. Et là, je suis très heureux de pouvoir échanger avec mes collègues et de pouvoir peut-être vous apporter des informations qui pourraient être utiles. Je vais peut-être passer la parole à William, exactement. Le micro circule. Bonjour à tous, je suis William Benchemoul, je suis le directeur général de Honey Trust. Honey Trust est un acteur qui sévit depuis 20 ans dans la lutte contre la fraude, depuis 20 ans dans le e-commerce et depuis 5 ans en plus dans tous les services financiers. Donc on fait lutte contre la fraude et toute la gestion de l'identité digitale dans les parcours. On continue avec Romain. Bonjour, donc Romain Leformal, Tessie. Je suis responsable marketing des solutions digitales. Tessie, en quelques mots, on est un industriel historique du traitement papier et du chèque. Et nous sommes aussi connus pour accompagner les organismes bancaires et d'assurance dans la lutte contre la fraude aux documents, à l'identité. Et on le fait au travers de services, de prestations et de technologies, de vérification d'identité, de vérification de pièces et de documents diverses. Et puis, on apporte également des solutions d'hébergement sécurisé et de redatage qualifié pour pouvoir justement traiter toutes ces chaînes de valeur dans un contexte sécurisé. Voilà. Last but not least, Thomas. Et donc Thomas Vatinel, je suis en charge du marketing chez Vialink. Vialink, on est une RegTech, donc éditeur de logiciels aussi, où on va travailler sur le fait de digitaliser et automatiser un certain nombre de processus réglementaires, comme peuvent être les onboarding dans le cadre de la banque et de l'assurance. Et depuis... on a un peu mûri parce qu'on a une vingtaine d'années et on s'est rendu compte que ces problématiques correspondaient aussi, ou en tout cas répondaient à des enjeux au-delà du réglementaire dans le monde de l'immobilier, des marketplaces et ce genre de choses. Donc on va étudier l'ensemble des documents et qui sont des pièces justificatives des dossiers, les contrôler l'identité et ça jusqu'à la signature électronique des différents contrats, peu importe le type de contrat. Merci Thomas. Je vais ouvrir le débat avec une première question. Sur les 2 dernières années, comme tout un chacun, on a vu une montée en flèche du e-commerce. Il nous a bien servi pour nous alimenter pendant les différentes périodes de confinement. Côté cyber, nous, on a vu une montée en flèche en parallèle de ça, des attaques qui ont visé massivement les particuliers, des attaques qui ont visé de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus sournoise et sophistiquée des entreprises et des organisations de tout type. Est-ce que côté fraude, vous avez vécu le même phénomène sur les 2 dernières années? Est-ce que ça a été de la massification ou au contraire de l'orfèvrerie ou peut-être les deux? Thomas qui veut ouvrir ou William? Thomas, tu as le micro en main. Je me lance. Alors oui, en fait, on l'a remarqué et il y a un certain nombre d'études d'ailleurs qui le démontrent et qui le remarquent aussi, puisque si j'ai bonne mémoire, c'est 112% d'augmentation entre 2020 et 2021 en termes de fraude à l'identité. Donc la fraude à l'identité a plus que doublé et ça c'est le contexte qui l'explique, c'est que finalement on a été beaucoup plus aussi à souscrire en ligne à des services quels qu'ils soient et donc à laisser un certain nombre d'informations et de données personnelles qui ont été récupérées et réutilisées à notre insu évidemment pour diverses malversations. L'autre chose que j'ai pour habitude de dire aussi, c'est que finalement cette industrie, parce que le côté hacker ou cybercriminel, j'aurais tendance à moi le comparer à une industrie, est très clairement la R&D la mieux financée du monde. Les projections démontreraient que en termes de chiffre d'affaires, si on a envie de parler comme ça, c'est 206 milliards de dollars d'ici à 2025. Donc c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, mais néanmoins, je vous laisse imaginer, et surtout, pardon, c'est pas... comment dire, il y a plusieurs groupes, donc en fait, voilà, il y a quand même des concurrents entre eux aussi, mais ça reste néanmoins très profitable et donc ils ont les moyens d'avancer plus vite et ce qui donne un certain nombre
techniques qui, hier, étaient dans les films de James Bond ou de Mission Impossible. Mais aujourd'hui, les masques en latex pour se faire passer pour vous sont une réalité, existent véritablement. Alors, fort heureusement, chacun n'a pas nécessairement la fortune personnelle pour être véritablement attaqué avec ce genre de méthode, parce que ça coûte un peu d'argent, donc il faut aussi que ça en rapporte. Mais ce qui était une fiction est devenu aujourd'hui une réalité. Et donc, derrière, il est question de mettre en place un certain nombre de choses, mais je crois que c'est la suite de la... Donc, je vais éviter de spoiler la suite. Effectivement, on verra comment on peut se prémunir de tout ça, mais si vous croisez Jean-Yves Le Drian, il se peut que ce soit quelqu'un avec un masque, c'est ce que le bruit court. On va continuer avec Romain. Vous avez vu la même chose chez Tessie de ton côté ? Oui, je voudrais peut-être rebondir en disant que l'année dernière, au salon FIC, où nous étions, le président de l'ANSSI a rappelé, ou en tout cas a dit que la prochaine pandémie allait sûrement être une pandémie de cybersécurité, cybercriminalité. Moi, je m'inscris complètement dans ce qui a été dit. On voit véritablement une fraude s'organiser. Là où avant, on pouvait avoir des menaces, entre guillemets, un peu localisées ou sur des choses très précises, qui ciblaient plutôt des grosses organisations. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. On voit apparaître des tentatives de fraude à l'identité sur du document, sur des grosses organisations, sur des plus petites, PME, ETI, secteur public, secteur privé, entreprises ou particuliers. J'ai envie de dire, tout le monde est touché. Alors, je n'ai pas envie de dresser un tableau noir de tout ça, mais c'est une vraie réalité qu'il faut avoir en tête. Accentuée évidemment par la digitalisation des parcours, par la relation à distance, le confinement qui est venu vraiment accélérer tout ça. Et il y a une vraie prise de conscience aussi de la part des organisations de venir mettre les niveaux de sécurité sur les parcours et sur les relations à distance. Donc il y a aussi en parallèle, nous on le voit chez nos clients, une prise de conscience de venir sécuriser un maximum les zones de risque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit apparaître vraiment des nouvelles techniques et finalement l'enjeu, il n'est pas de lutter contre la fraude parce que c'est sans doute un combat j'ai presque envie de dire un peu perdu d'avance. L'idée, c'est plutôt de dire comment est-ce que je réduis les risques, comment je ne prends pas de retard vis-à-vis de ces nouvelles techniques de fraude et comment je peux même essayer d'avoir un coup d'avance sur ces éléments de fraude. On va découvrir avec les solutions, entre autres, que vous proposez. On va continuer peut-être ce tour de table sur le paysage de la menace. La R&D est effectivement bien financée. Je comprends qu'il y a de l'orfèvrerie, il y a de la massification. Toi, tu as constaté d'autres phénomènes, parce qu'on a parlé de KYC, on a parlé de documents, il y a aussi tout le reste de la relation client, finalement, dans le e-commerce. Ouais, ce qui est très clair. Alors, l'avantage, quand ça fait 20 ans qu'on sévit dans l'observation de la fraude digitale, en fait, le phénomène dont on a l'impression qu'il est nouveau et massif, en fait, il est simplement le déport de cette massification sur des nouveaux canaux et nouveaux dispositifs. La fraude a toujours évolué, et en fait, c'est l'organisme qui est en apprentissage continu. Et sa méthodologie s'adapte là où les sécurités se renforcent. Donc on a eu dans le e-commerce, dès le démarrage, par exemple, le maillon faible de la chaîne était le paiement, à une époque où la sécurité sur les paiements n'était pas mature. Et donc, au fur et à mesure que les sécurités se sont installées, on constate aujourd'hui les déports de cette fraude sur la fraude à l'identité et sur la fraude opérationnelle. C'est-à-dire sur la gestion, par exemple pour le e-commerce, la gestion du parcours du colis, pour parler de la partie opérationnelle, la fraude au retour, la fraude à la livraison et la fraude à l'identité, l'usurpation de compte, sont les deux autres vecteurs qui permettent d'aller chercher le nouveau maillon le plus faible de la chaîne quand le maillot a été renforcé. Tout ça pour dire que c'est finalement une force continue, à mouvement constant, et sur lesquelles, effectivement, la première clé, c'est d'apprendre à se prémunir, à être dans l'appréciation de prévention. Nicolas, dans ta clientèle, est-ce qu'il en est de même en termes d'inventivité et d'adaptabilité ? Oui, je reprends en fait tout ce qui a été dit précédemment, mais je vais mettre en lumière aussi un autre type de fraude, parce que là on parle surtout de fraude externe. Il y a aussi une fraude interne. Il faut savoir que la fraude interne dans les entreprises représente entre 5 à 7% des fraudes donc liées au chiffre d'affaires, donc par rapport au chiffre d'affaires dans le monde, ce qui est énorme. En termes de montant, ça représente aujourd'hui plus de 4 milliards de préjudices dans le monde liés à la fraude interne dans les entreprises. Et donc, il faut aussi, c'est donc très très important de trouver des outils intelligents
effectivement qui viennent lutter et prévenir contre la fraude, en cherchant effectivement à avoir des systèmes de plus en plus intelligents pour pouvoir anticiper. Mais je pense que la fraude doit être aussi traitée de manière globale dans une stratégie de sécurité dans l'entreprise, à proposer donc aux entreprises, quelle que soit leur taille. Et donc la stratégie globale, c'est aussi envisager la fraude sur tous ces aspects. Et le premier aspect concerne aussi la sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est le contrôle des personnes dans l'entreprise. C'est avoir, par exemple, un contrôle en amont dans l'embauche des personnes. Faire un audit des nouveaux embauchés, parce qu'il y a des nouvelles réglementations qui, maintenant, exigent, on le voit, nous, dans les contrats que l'on signe avec des grands groupes internationaux, on nous oblige à faire donc des audits pénaux. C'est à demander, par exemple, un casier judiciaire à tout nouvel embauché. Donc en fait, la fraude doit être traitée, en tout cas la lutte contre la fraude doit être traitée de manière globale. Il y a la sécurité, il y a donc la partie effectivement digitale, et dans le digital, on voit en fait deux aspects. Il y a l'aspect lié à l'infrastructure matérielle, donc il faut traiter aussi la sécurité au niveau du matériel, et donc aussi au niveau du logiciel, en commençant par la qualité du code. Parce qu'une des portes des fraudes digitales, c'est un code qui n'est pas un code de qualité et qui représente du coup des failles pour les délinquants du numérique. Voilà. Merci. Je vois du coup trois sujets qui émergent un petit peu. Un côté très massification qui a été présente dans la fraude externe. Là, le vol à l'identité, on est bien sur le KYC, le déport du paiement vers l'identité qui circule. On a cette problématique du colis, de la détection. Là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus difficiles, encore plus difficiles peut-être à combattre que la fraude à l'identité. Et puis ce troisième plan qu'il ne faut pas oublier, ce qui se cache à l'intérieur, donc le côté obscur, là aussi, de la force encore plus obscure que la fraude, on va dire, ordinaire. Tu avais, je crois, William, des choses particulièrement inventives côté intelligence artificielle. Il y a des moyens, il y a des choses à faire pour faire face à tout ça. Oui, évidemment, toute la data et tout le potentiel de la data à travers l'IA et l'ensemble des techniques de traitement de la donnée et de la métadonnée donnent des champs des possibles et finalement des facultés d'adaptation au déport de fraude. Et effectivement, par exemple, pour parler sur la fraude au colis ou la fraude au retour ou même la fraude à l'identité, finalement, les traitements de data et de métadonnées en temps réel vont permettre deux choses. La première, finalement, c'est de déceler les cas atypiques, là où on doit élever le niveau de contrôle et choisir où est-ce qu'on élève le niveau de contrôle, parce qu'il ne faut pas oublier que le digital, c'est d'abord un accès simple et efficace aux consommateurs, et qu'à ce prix-là, on ne peut pas simplement mettre en difficulté quelqu'un pour avoir accès à son service. Pour autant, il faut se protéger, donc il faut sélectionner là où on met des contrôles. Mais ce qui est intéressant, c'est que par le même aspect, on peut aussi identifier les bons consommateurs et leur faciliter la vie et faciliter l'accès. Et au final, ce double regard, il est vraiment au cœur d'un dispositif complet de la data, de l'IA et des nouvelles technologies, disons au sens large. Il ne faut vraiment pas mettre l'IA, pas faire de l'IA la tarte à la crème de la fraude. Elle est un accélérateur de la capacité à focaliser, à aller traiter les problématiques. Mais elle ne va pas être en capacité de faire la prévention de la nouvelle fraude. Ça marche bien dans les bouquins, mais ce n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est plutôt de donner la capacité d'être focus sur les cas, les modes opératoires pour anticiper l'évolution de celle-ci. Mais c'est l'intelligence homme et machine qui donne en fait la pérennité du système. Et vraiment se rapprocher de l'humain. Romain. Oui, il y a plusieurs technologies, méthodes qui existent. On a commencé par contrôler les pièces, les documents, les pièces d'identité. On a vu qu'il y avait des vrais faux. Après, on a voulu contrôler la photo de la personne. Maintenant, on va contrôler la preuve de vie. Donc on a été capable et on est capable d'élever avec la technologie le niveau de contrôle qu'on est capable de mettre pour pouvoir à un moment donné vérifier une identité ou vérifier une transaction. Moi je voudrais juste rappeler que peut-être un point, un biais qui est fait, c'est que souvent on s'attarde à contrôler l'identité ou à maximiser ou à sécuriser un maximum l'identité ou la transaction au début de la relation d'affaires. Mais il ne faut pas oublier qu'un client, un usager, un patient, il a une relation, on espère, la plus longue avec son entreprise, avec son partenaire, son prestataire.
Et finalement, il y a plein d'actes au quotidien que l'usager, que le client, que le patient va faire. Un cas, par exemple, d'un client dans l'assurance qui voulait sécuriser, par exemple, son espace client au moment où l'assuré voulait changer un RIB sur son espace client. Et il disait, je ne peux pas me permettre juste de demander à mon client de se connecter avec un login et un mot de passe et d'accéder à son espace client. Et ensuite, sans mettre d'éléments supplémentaires dans cette relation, il peut aller changer n'importe quelle donnée bancaire. Et donc, il a souhaité qu'on mette un niveau de sécurité supplémentaire avec un code OTP généré à la demande tous les 30 secondes sur une application TSI qui a même été sécurisée, etc., pour qu'on puisse renforcer les niveaux de sécurité. Et ça, je crois que c'est un point important, c'est que la fraude, la cybercriminalité et j'ai envie de dire même toutes les techniques d'usurpation d'identité, c'est vraiment tout au long de la relation d'affaires. C'est pas seulement au moment où vous rentrez en relation avec votre prospect qui devient client. Il faut être capable tout au long de cette relation d'affaires de vérifier que la personne qui se connecte à son compte, qui vous paye, qui vous appelle à votre call center est bien la bonne personne et n'est pas finalement une personne usurpée. Donc finalement, les techniques qui existent aujourd'hui, c'est vraiment de choisir où on met le niveau de risque. Je rejoins aussi ce que tu disais, où est-ce qu'on met le niveau de risque par rapport à la transaction que le client fait avec vous, mais surtout être sûr qu'à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite par votre client ou une action qui est faite par votre client, il y a le niveau de sécurité adéquat. Voilà. C'est ça, mais ça, il faut réussir à le faire de manière assez transparente. Toi, Thomas, tu m'avais parlé dans nos échanges préparatoires du fait que tu détectais les deepfakes. Tu es capable de savoir qui est Fantomas sous le masque. Alors, en tout cas, je suis capable de savoir qu'il y a un masque. C'est parce que je ne saurais pas savoir qui est derrière le masque, mais en tout cas savoir que la personne qui se présente avec un masque effectivement n'est pas la personne qui est sur la pièce d'identité et que potentiellement de fait la pièce d'identité était soit volée soit forgée. Mais cette techno, elle est intéressante. Je trouve que l'histoire est assez amusante même. Elle vient à l'origine du monde médical. Il y a quelques années de ça, il a été question de pouvoir qu'un chirurgien qui soit outre-Atlantique puisse opérer un patient qui était de l'autre côté. Vous doutez bien que déjà c'est un métier de pointe. Eux font de l'orfèvrerie pour le coup pour reprendre cette image. Mais il a quand même besoin aussi de voir un certain nombre de choses et de sentir un certain nombre de choses. Alors, il y a énormément de progrès sur la robotique qui reproduisait les mouvements du chirurgien. Néanmoins, ça reste de la matière vivante puisqu'on parle d'un corps. Et il est question de pouvoir quand même observer le pouls, le rythme cardiaque, comment les systèmes nerveux réagissent et ainsi de suite. Donc c'est en récupérant cette technologie et en la mettant au service de la détection de fraude dans le cadre de tentatives de fraude sur l'identité qu'on a couplé cette chose-là, enfin cette techno-là, avec la techno aussi de l'IA sur les détections de faux documents d'identité. Pour pouvoir matcher le fait qu'on parle bien de la même personne et que cette personne qui se présente derrière sa webcam ou derrière son smartphone soit bien vivante, puisqu'on va détecter le pouls, les réseaux nerveux et sanguins. Donc ça veut dire qu'il existe des solutions effectivement pour commencer à mitiger les risques sans nuire à cette relation client. C'est des choses qui vont se faire de manière assez transparente pour l'ensemble des utilisateurs, que ce soit le marchand ou... La seule précision que je voulais apporter, c'est que cette techno, on peut penser elle existe déjà, elle est déjà en prod. On l'a potentiellement déjà utilisée et assez souvent quand on vous demande un face matching, on vous demande de tourner la tête et ainsi de suite. Donc là, on va parler de détection active parce qu'en fait, ce qu'on repère, c'est le mouvement. La techno dont je venais de parler, c'est une détection passive. Donc en fait, en termes d'expérience client, elle est encore plus agréable parce qu'on ne demande strictement rien à la personne. On va détecter automatiquement. On revient du ski, on porte malheureusement une minerve parce qu'on a eu un problème. On fera quand même notre entrée en relation. Donc on va quand même pouvoir souscrire parce qu'on ne va pas nous demander de tourner la tête. Et il y aura une détection directement du fait qu'on soit bien vivant et la bonne personne. Et en ça, l'expérience client est hyper sympa. Et en plus, ça prend que 3 secondes. C'est fluide. On va se déporter dans ce parcours. William, toi, tu détectes les paquets vides d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces fraudes au retour? Qu'est-ce qui existe? Alors, en fait, c'est énormément d'analyse de comportement. L'ensemble de la détection de la fraude, c'est de toute façon de mettre en place un dispositif qui est multiparamètre. Il y a celui de la technologie, celui de la détection du vivant, de l'image, des documents, de la véracité, de l'historique. Je parlais de métadata. La métadata, c'est la donnée derrière la donnée. C'est comment, dans cette micro-information, on va pouvoir reconstruire des éléments qui vont nous donner une vraisemblance ou une dissemblance.
et à partir de là, de mettre en place les algorithmes qui vont nous focaliser. Le colis vide, c'est la même mécanique. C'est à travers la masse d'informations, la masse de comportement, d'arriver à isoler l'élément, le signal faible qui va permettre d'amplifier. Et une fois encore, je raconte l'histoire du côté risque. En fait, elle est beaucoup plus intéressante côté non-risque. Parce que finalement, dans les signaux faibles, ce qui va m'intéresser, c'est ceux de la normalité. Ceux qui sont suffisamment solides pour, avant tout et absolument, laisser le consommateur aller au bout de son service. Parce que le colis vide, si on commence à demander à tout le monde d'abord je vais contrôler votre colis avant de vous rembourser, vous dégradez l'expérience globale de votre marque. Alors qu'en fait, il faut savoir sélectionner 10% des contrôles que l'on va faire, on va maîtriser notre coût opérationnel, notre coût financier, et on aura augmenté nos revenus parce qu'on aura fidélisé nos clients en leur rendant un service normal, c'est-à-dire je vous demande d'être remboursé, je suis remboursé, et vous n'attendez pas d'avoir contrôlé le colis. Donc l'ensemble de cette donnée, elle va permettre de faire la chaîne de valeur de ce service. Pas seulement la détection du colis vide, mais aussi le fait de garantir que tous ceux qui souhaitent être remboursés le seront dans une expérience positive pour pouvoir revenir chez moi et pas ailleurs. Nicolas, pour la fraude interne, c'est le même genre de mécanique que tu appliques? Je t'entendais parler tout à l'heure de scoring, je crois. Oui, tout à fait. La fraude interne, elle est traitée donc pour nous au travers de nos solutions par donc une première solution qui, elle, cible la fraude la plus répandue, qui est la fraude aux coordonnées bancaires. C'est-à-dire que nous avons, avec l'ensemble des banques françaises, donc, créé un réseau interbancaire de nouvelle génération, qui est un réseau Internet totalement ouvert, mais en même temps hautement sécurisé. Il a fait l'objet de 10 ans de R&D en co-construction entre Streamline et les banques françaises. D'ailleurs, ce réseau s'étend maintenant à l'Europe, puisque nous avons connecté tout récemment donc, les Pays-Bas, et nous commençons déjà à discuter avec les fédérations allemandes et autrichiennes pour étendre le réseau et en faire un premier réseau international de contrôle d'identité bancaire. Et donc, ce réseau permet à la fois à une entreprise de se prémunir contre les fraudes aux coordonnées bancaires internes. Par exemple, on a vécu le cas par rapport à un client, c'est un cas un peu dramatique, c'est un DAF qui a été sous influence, et il faut le dire, racketté, et qui a été obligé d'insérer son IBAN dans la base fournisseur de son entreprise, pour derrière frauder l'entreprise. Et donc c'est un cas donc, qui peut arriver, qui arrive, qui est assez dramatique. Eh bien, pour se prémunir de ce genre de cas, donc, nous avons, avec les banques françaises, inventé un système qui s'appelle donc, Lucie Diamond et qui permet, par exemple, pour ce genre de cas à l'entreprise, de faire un contrôle à froid de sa base client en permettant d'aller interroger en temps réel les comptes tenus par les banques au travers d'un réseau interbancaire sécurisé et de permettre à l'entreprise d'avoir la réponse en temps réel sur cette demande de contrôle. Partager l'information, c'est avoir un coup d'avance. Plus je vous écoute parler, et plus j'ai l'impression qu'on fait effectivement le même métier, pas exactement sous les mêmes aspects, parce que nous, on collecte des données venant de tout un tas de systèmes pour en tirer des signaux faibles. On est là à gérer des risques quand on fait de la cyber, et on cherche aussi en permanence à avoir ce fameux coup d'avance sur la menace externe et sur ces éléments. Et pour que ça marche, souvent, c'est par le partage d'informations. Nous avons un CERT, une équipe de pompiers en fait, de l'Internet dans mon entreprise, qui fait partie de l'Intercert, et toutes les boîtes françaises sous la houlette de l'ANSSI partagent de l'info opérationnelle. On est vraiment sur des dimensions assez similaires. Et ce sont des mécaniques, alors je suis très content de vous écouter parce que je sais que ça marche chez nous. Donc ça peut marcher chez vous aussi, effectivement. C'est quelque chose de solide et fiable. Ce coup d'avance, il est parfois, dans mon univers, aussi aidé un peu par la réglementation. On a des standards, des modèles qui viennent donner des petits coups de pouce. Tout à l'heure, on parlait de la DSP2 et du fait que ça avait provoqué un petit déport de la fraude du paiement vers plutôt l'identité ou vers la fraude opérationnelle ou au processus opérationnel. Je vais appeler ça comme ça, peut-être un terme maladroit. Est-ce qu'il y a d'autres réglementations qui vont venir influer? Est-ce que vous attendez des choses, vous, des réglementations à venir qui vont peut-être changer un petit peu le métier, soit le paysage de la fraude, soit vos métiers à vous, et du coup le coup d'avance à maintenir? Il y a, dans la réglementation, il se passe des choses pour les 2-3 ans à venir qui sont extrêmement intéressantes. Il y a toute une volonté au niveau européen de faire circuler plus de données. On a parlé dans d'autres cas d'usage et dans d'autres ateliers aujourd'hui de l'open banking et de la capacité à récupérer de l'information. Ce sont aussi autant d'éléments de vérification et de véracité. Il y a EIDAS, sa deuxième version en préparation, qui va pousser à une identité numérique
avec une gestion d'un portefeuille d'identité avec des attributs. Donc, prouver que l'on est soi ou prouver qu'on a un élément de soi qu'on peut donner à quelqu'un de façon fiable et certaine va radicalement changer l'approche par les risques. Alors, évidemment, la fraude aura trouvé un autre chemin et il faudra continuer d'adapter nos systèmes. Mais les règlements vont permettre d'harmoniser un certain nombre d'informations, un certain nombre de data à disposition et de créer d'autres effets de levier. Donc oui, il se passe des choses vraiment très transverses et assez générales dans le bon sens. Et de côté Open Banking, il y a Open Finance qui sera la nouvelle version aussi d'Open Banking qui va continuer d'augmenter ça. Et donc les travaux de R&D de StreamMind sont en avance de phase autour de toutes les possibilités qui sera faites là-dessus. Romain. Juste en complément, oui, EIDAS V2, et puis il y a eu un vrai pas en avant qui a été fait aussi en France, c'est le référentiel PVID qui est sorti l'année dernière, qui donne les exigences aujourd'hui en matière de vérification d'identité à distance, avec un processus autour justement du contrôle de la preuve de vie, avec l'association justement de la technologie et de l'humain, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais tout ça ne peut pas se faire uniquement par la techno, parce que la techno peut aussi avoir certaines limites, ou ne peut pas en tout cas couvrir 100% des cas, et l'ANSSI l'a très bien compris, et l'ANSSI a dit ok, la techno peut répondre à 90, 95, 99% des cas d'usage, mais à un moment donné, il y a un œil humain qui peut voir des choses que la techno ne pourra pas voir. Et dans ce référentiel PVID, il y a un contrôle de l'authenticité de la pièce d'identité, c'est-à-dire la vérification de la couche plastique, par exemple, des hologrammes, etc., sur la pièce d'identité. Donc on ne va pas vous demander un scan de la pièce, on va vous demander de présenter votre vraie pièce d'identité. On va faire des contrôles en temps réel sur cette pièce d'identité, on va extraire la photo. On va ensuite vous demander de faire une capture de la preuve de vie. Il y a une vidéo, le fameux liveness, détection du vivant. On va détecter des mouvements microfaciaux, des sourires, des clignements des yeux, etc., pour vérifier que vous êtes simplement vivant. On va comparer cette photo avec la vidéo. Et puis derrière, il y a un contrôle en back-office qui est réalisé et qui est exigé dans le cadre de cette certification PVID et qui peut être fait en plus ou moins instantané, vis-à-vis aussi du niveau de service que vous êtes prêt à mettre en place. Et là, l'idée, c'est qu'on vienne avec un œil humain vérifier, faire des vérifications complémentaires sur des choses que la technologie aurait pu louper. On a vu passer certaines choses un peu bizarres parfois. Et donc voilà, c'est vraiment l'association de l'humain et de la techno qui va aussi permettre de répondre à ces cas-là. Effectivement, on est en attente de l'EIDAS V2. On est très en attente de ça. Et puis, il y a les technos tout de suite pour lutter contre la fraude. Puis après, il y a toute la donnée qu'on traitait. On en a parlé un peu. Et là, il faut être capable aussi de traiter de la donnée en masse en big data. Il faut aussi la traiter dans des infrastructures qui elles-mêmes sont certifiées. On pourrait parler de HDS, hébergement de données de santé pour les acteurs de la santé. On pourrait aussi parler de certification ISO, par exemple, qui couvre l'ensemble de nos infrastructures d'hébergement. Tout ça, c'est des choses à avoir en tête quand on parle de cybercriminalité, de lutte contre la fraude et de sécurisation de manière un peu générale. C'est une autre forme d'amélioration de l'expérience client, parce que finalement, vous voyez à ce que l'expérience des clients, de vos clients qui sont eux-mêmes commerçants, ne soit pas un risque pour eux, et qu'en tant que citoyen, on n'y laisse pas toutes nos données, on n'y laisse pas notre santé. On parle de confiance là, et c'est cet écosystème que vous êtes en train de bâtir tous les quatre avec les autorités et les tutelles. Thomas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? Si la question c'est de savoir si la réglementation nous aide, la réponse c'est que Vianic, on est une RegTech, donc par définition on adore les réglementations, mais pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'elles permettent de mettre tout le monde à niveau, elles permettent aussi de cadrer les choses, et finalement alors les réglementations que nous on adore, ça va être Sapin 2, donc on est plutôt sur le côté corruption, ça va être du LCBFT, donc lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ça va être ce genre de réglementation, et derrière on pense aussi qu'il y a une forme finalement citoyenne derrière. Financer le terrorisme, c'est pas top quand même. Enfin, je sais pas quel mot utiliser, mais voilà, je pense qu'on partage un peu tous le même point de vue. Et donc participer à ça et se dire que les solutions qui sont mises en place, que ce soit de l'IA couplée avec de l'humain et ce genre de choses, permettent de limiter, de réduire ces risques. Évidemment, on est assez pour le fait que les réglementations continuent d'évoluer, continuent aussi de suivre cette mouvance derrière des différents cas de fraude pour pouvoir s'améliorer constamment et être en capacité de pouvoir lutter contre cette partie-là. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport aux réglementations. Il
il y a un phénomène où il faut qu'on soit tous attentifs. Évidemment, c'est des lames de fond qui poussent et qui harmonisent la ligne de défense, la dernière ligne de défense. Il y a quelques années, PCI DSS, ça a permis d'arrêter de stocker des données de carte en clair partout, n'importe comment. On a donné un cadre. On donne des cadres au fur et à mesure que ces réglementations elles poussent. Ensuite, le mieux, l'ennemi du bien. Et on a des réglementations qui créent des alourdissements, des difficultés. Je peux prendre l'exemple de DSP2, mais juste si on regarde froidement les choses, on a désormais un paiement en ligne où on fait notre code confidentiel systématiquement, alors que sur la carte physique, on est passé au sans contact. Donc on a complètement inversé l'effort, paradoxalement, au prix de la sacro-sainte sécurité. Donc il y a bien évidemment la sécurité, cette lame de fond, mais il y a toujours cette approche par les risques qui doit guider en prenant confiance aux réglementations qui est en train de pousser l'ensemble. Vraiment cette adaptation des curseurs. Nicolas, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur ce... On parlait d'intelligence artificielle, bon, c'est mon opinion. L'intelligence artificielle, c'est une avancée extraordinaire, mais il faut l'utiliser de manière à bon escient. Donc pour moi, l'intelligence artificielle doit rester en fait une technologie d'aide à la décision. Et elle peut être très efficace pour les tâches répétitives, les tâches bas niveau. Et là, il faut l'utiliser à plein. Pour ce qui est des traitements plus sensibles, l'intelligence artificielle, c'est très très bien, mais il faut qu'elle reste au niveau d'une aide à la décision. Et c'est au final, c'est toujours l'humain qui doit avoir le dernier mot. Je te vois hocher la tête, William, mais c'est un peu ce que tu nous disais aussi dans les préparatifs. Oui, mais très clairement, effectivement, parce que de toute façon, il y a des dimensions éthiques qui viendront. Les prochaines réglementations, elles seront éthiques. Oui. Donc, anticipons et soyons déjà dans cette dynamique-là, parce que sinon, on aura un énorme travail de réadaptation. C'est ça, ce nouveau coup d'avance, c'est dégager du temps pour l'humain, en fait, finalement, et permettre à l'humain de retrouver sa place et que ce ne soit pas l'algorithme qui nous domine. Et de se concentrer sur les dossiers qui le méritent vraiment. Et là, on est encore sur une forme de gestion de risque. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dossiers qui peuvent être gérés par l'IA. Et finalement, quand l'œil humain met une demi-heure, l'IA va mettre 10 secondes et tout se passe bien et ça avance. Et donc là, en termes d'expérience client, c'est génial pour le client qui est à la sortie. Par contre, on libère tellement de temps pour les opérationnels qu'un dossier qui est complexe à étudier, ils récupèrent ce temps. Et en fait, on améliore aussi bien l'expérience client que l'expérience collaborateur, in fine, puisqu'on leur redonne du sens aussi. Et c'est je rejoins parfaitement ce qu'on a pu dire juste avant, c'est le fait de pouvoir faire en sorte que ces tâches chronophages, répétitives, sans valeur ajoutée, pour lesquelles finalement vous n'avez pas postulé au poste à l'origine, mais qui vous sont induitement demandé de faire parce qu'on ne sait pas faire autrement, ça, si on peut mettre une IA dessus et libérer ce temps et redonner de la valeur au job des personnes qui ont été embauchées au niveau de la conformité et d'autres services, je pense que tout le monde s'en sort bien. Ouais, c'est une double expérience client finale, bonne expérience client marchand, commerçant et tous les acteurs finalement de la place. Ça. Romain ? Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier que derrière une action ou une opération de sécurisation, à un moment donné, il y a un client, il y a un humain qui fait quelque chose. Et l'idée, ce n'est pas de venir complexifier ce parcours, justement. Donc la réglementation, elle est là pour aider, elle est là pour nous guider, nous, professionnels de la technologie ou du service de lutte contre la fraude. Elle est là pour aider nos clients, vous aider à mieux comprendre et à sécuriser vos parcours. Mais je m'inscris complètement à ce qui a été dit. Le point, c'est où est le risque ? Où est le niveau de risque ? Et ce n'est pas la peine d'aller, j'ai envie de dire, chercher une Rolls-Royce quand une très bonne Peugeot peut faire l'affaire. C'est un peu ma comparaison. Je dis ça pourquoi ? Parce que souvent, nos clients disent oui, là, il y a un point, je veux absolument le niveau le plus élevé, ou je veux maximiser un maximum mes risques. Et au final, quand on rentre dans le dispositif, qu'on rentre dans le parcours, on se rend compte, ah oui, mais en fait, ça ne représente pas non plus une majorité des risques que j'ai aujourd'hui, donc on ne va peut-être pas aller sur le niveau plus élevé, aller sur le niveau intermédiaire. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la gestion du risque, où se situe la zone tendue. Il y a des opérations qui doivent être absolument sécurisées et qui sont d'ailleurs qui font l'objet d'une réglementation particulière. Je prends l'exemple de la LRE, qui est un sujet, on est aussi connaisseur chez Tessi, la lettre recommandée électronique. On impose aux destinataires d'une lettre recommandée électronique de faire une vérification de niveau substantiel. C'est obligatoire. Voilà. Donc PVID, par exemple. Donc il y a des réglementations où il y a des actes pour lesquels la loi nous oblige à faire des choses. Et puis il y a d'autres situations, d'autres parcours où la loi nous aide, nous indique des choses. Et c'est finalement
à vous, professionnels aussi, de dire, voilà, je mets ce niveau de risque-là, ou en tout cas, je mets ce point-là pour couvrir ce niveau de risque-là. Il faut bien mailler le filet et faire que, finalement, partant de ce postulat que la fraude paye, malheureusement, on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle paye le moins possible. Et faire qu'elle paye le moins possible, c'est bien doser ses risques pour ceux qui payent pour ça au bout de la chaîne et une juste distribution et voient leurs efforts qui soient réduits. Qui est-ce qui paye aujourd'hui pour toutes ces fraudes, vues de chez vous ? En termes de distribution du coût de ce risque, ce que je comprends, c'est que vous contribuez à permettre une meilleure distribution du coût de ce risque et un meilleur travail de ce risque, tous les quatre. Allez, Ouais. Non, c'est effectivement un coût distribué. La difficulté de la fraude, c'est combien ça coûte. Et on a tendance à y voir la perte. Or, la perte n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, il y a les coûts indirects et il y a le coût le plus cher de la fraude, c'est toutes les pertes d'opportunités qu'on a mis au prix de la sécurité. Donc on revient sur le discours de l'approche par les risques, mais il est fondamental. Parce que à chaque fois qu'on met une barrière, à chaque fois qu'on met une friction, en particulier dans le digital, on sait qu'on perd de la conversion, on sait qu'on dissuade, on sait qu'on enlève l'élément déclencheur qu'on a mis tant d'efforts à mettre dans l'opération de la vente. Donc celui-là, il n'est pas mesuré, il est très mal mesuré et il est pourtant le plus gros coût de la fraude. Après, il reste le coût, la perte sèche, celle que l'on subit, et là, c'est dans l'organisation et la faculté d'adaptation qu'on vient le maîtriser. Et le troisième coût, c'est le coût du contrôle. Et c'est là où, effectivement, l'équation va se réguler ici, avec l'automatisation des tâches, l'appui sur la technologie, la simplification des processus, là où il le mérite, et la complexification de ceux-ci, là où c'est nécessaire. Donc c'est vraiment une balance sur trois piliers, en fait. Une très belle gestion de risque pour arriver à quelque chose de raisonnable, proportionné et qui permette in fine d'améliorer l'expérience client et de faire de la qualité au passage. Parce que traiter la fraude, c'est aussi traiter ses processus, c'est aussi l'opportunité de faire mieux et de gagner plus de clients finalement. C'est essentiel, exactement. Quasiment une conclusion heureuse finalement. La fraude paye, mais on peut s'y retrouver, avoir un retour sur investissement derrière. C'est une belle chose grâce à de 4 beaux offreurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement? Parce qu'on arrive quasiment au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des interrogations? Oui, bonjour. Dans le cas d'Honnête Trust, vous accompagnez Honnet et puis c'est Honnet qui fait payer un package dans lequel vous êtes un accompagnateur, un service dans le package ou bien vous êtes indépendant? Honnet Trust, c'est une société autonome qui est tenue par Honnet Bank, mais qui a vocation à commercialiser à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, plus des 2/3 de notre activité est en dehors du groupe. Et on a développé notre expertise pour qu'elle puisse capitaliser pour le plus grand nombre. C'est un effet de mutualisation et en fait, on en fait effectivement plus largement que simplement au bénéfice de Honnet. C'est beaucoup plus large que ça. Et donc, mais Honnet vous gagne de l'argent grâce à vous, en quelque sorte. On est évidemment une filiale qui est créatrice de valeur directe et indirecte. Donc, mais vous êtes autonome d'un point de vue de vos... Vous touchez des commissions ou des... Conception, modèle de commercialisation, conception et évidemment data, elles sont complètement étanches et intègrent à tout autre traitement et exclusivement réservées à celui de la lutte contre la fraude. Okay. D'autres questions? Soyez pas timide. Il me reste à vous remercier pour cette table ronde, pour les échanges préparatoires. Moi, j'ai vraiment appris des choses. Pour compléter, la R&D, effectivement, est très bien financée chez nos ennemis, chez nos adversaires. Et on va faire ce qu'il faut pour que ça ne leur apporte pas. Voilà. Merci à tous. Merci.